Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 concepts rapides et intéressants sur votre corps pour vous aider à mieux le comprendre, à augmenter vos performances sportives et techniques et aussi à faire en sorte que vous ayez moins mal. Alors j'ai basé la structure de cette vidéo sur une ancienne vidéo que j'ai publiée qui avait été particulièrement bien reçue. Du coup, j'ai simplement décidé de reprendre la même structure pour vous partager différentes informations. Ça marche? Alors on va commencer par le premier concept qui s'appelle la théorie du seau d'eau et qui concerne la douleur et les blessures. Alors souvent, lorsqu'on a mal, on va dire que c'est dû à un mouvement, un mauvais mouvement. C'est-à-dire, je fais un mouvement, puis après j'ai mal, du coup je fais le rapprochement. Ce mouvement m'a fait avoir mal, du coup je dois faire particulièrement attention à ce mouvement. C'est un mauvais mouvement. Et même si certains mouvements peuvent causer des dommages musculaires et par la suite des douleurs, la théorie sur laquelle se basent davantage les scientifiques, c'est celle du seau d'eau. C'est-à-dire que vous prenez un seau d'eau et vous rajoutez de l'eau progressivement. Il se trouve qu'au bout d'un moment, à force de rajouter de l'eau, l'eau va commencer à fuir. Et il se trouve que le mouvement qui vous fait mal, c'est comme cette dernière goutte d'eau qui fait déborder le seau. C'est-à-dire, c'est pas ce mouvement qui vous a fait mal, mais l'accumulation de différents traumatismes accumulés qui ont donné cette douleur. Et vous pouvez aussi faire le même rapprochement avec l'argent. Par exemple, si vous reste 2 euros sur votre compte et que vous utilisez pour acheter un Kinder Bueno, c'est pas maintenant la faute du Kinder Bueno que vous n'avez plus d'argent. C'est que vous avez pris de mauvaises décisions financières au fur et à mesure qui ont fait en sorte qu'au bout d'un moment, que vous n'aviez plus d'argent. Mais c'est pas la faute du Kinder Bueno. Parce qu'il faut venir à un point au moment où maintenant on n'a plus que 2 euros sur notre compte. Vous voyez où je veux en venir? Du coup, ça, c'est la théorie du seau d'eau. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est la théorie des minimums maximums. C'est-à-dire que, j'en ai déjà parlé un peu dans ma dernière vidéo, c'est que souvent, lorsque on veut se motiver pour faire du sport, c'est pas simplement faire du sport. On met toujours des contraintes derrière. Parce qu'on se dit toujours, ouais, je veux bien faire les choses. Du coup, il faut que je fasse un minimum de séries, un minimum de temps, un minimum de séances d'entraînement, ainsi de suite. Du coup, lorsque vous vous mettez pour faire du sport, en vérité, vous vous motivez jamais à faire du sport. Vous vous motivez à faire du sport sous certaines conditions. Et plus ces conditions vont être nombreuses, plus ces conditions vont être compliquées, moins vous êtes motivé. Et ce que nous apprend les différentes théories sur la motivation, la psychologie de la motivation, c'est que c'est mieux, au lieu d'utiliser des minimums, c'est-à-dire que si je fais du sport au minimum, je dois faire ça, d'utiliser des maximums. Et ça, c'est un concept vraiment intéressant. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un entraînement, vous dites, au maximum, je fais 15 minutes d'entraînement par jour. Parce que 15 minutes d'entraînement par jour, tous les jours, ça donne un certain volume d'entraînement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se donne un petit objectif et surtout un maximum, qu'on se dit maximum 15 minutes, lorsqu'on va faire ce genre d'entraînement, vu que ça va être plus facile à accomplir, du coup, on aura ce sentiment d'accomplissement, on aura ce sentiment de compétence, ah tiens, j'ai réussi à faire ce truc, et du coup, ça nous donnera davantage de motivation pour refaire peut-être un entraînement de 15 minutes maximum vers la fin de la journée. Et du coup, non seulement on aura toujours un certain nombre d'entraînements tous les jours, mais surtout on sera motivé à faire davantage. Alors que si on a toujours un nombre fixe d'entraînement et de temps d'entraînement, il y a des jours où on va pas être motivé. Et ça se trouve, on peut le tenir sur le court terme, mais pas sur le long terme. Alors que si on avait pris la théorie des maximums, on aurait pu créer beaucoup plus de volume d'entraînement, faire des petits entraînements au fur et à mesure tous les jours, et au bout d'un moment, on aurait le même volume d'entraînement, soit plus, et en plus on aurait été plus content, plus motivé. Du coup, gardez ça en tête. C'est pas une technique qui va marcher pour tout le monde, mais ça peut marcher pour plein de personnes. Il y a plein de coachs en mouvement qui en parlent. Il y a aussi un très bon Pavel Tsatsouline qui parle du même genre de méthode, même si c'est pas tout à fait la même chose, qui s'appelle la méthode Grease the Groove, de laquelle j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais donc voilà. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, j'ai envie de vous parler de la tribu des Hasda en Tanzanie. Alors, j'en avais déjà parlé de cette tribu, parce que j'avais dit, grosso modo, par semaine, combien de temps il faut s'entraîner. Sauf que, une chose que je ne vous ai pas dit par rapport à l'étude qui a été faite sur ces tribus primitives, c'est que les personnes qui avaient 65 ans faisaient autant de mouvements et arrivaient à faire les mêmes mouvements que les plus jeunes de la tribu qui avaient par exemple 20 ans. Ce qui prouve bien que lorsqu'on s'entraîne au fur et à mesure, que même à 65 ans, on peut être en forme. Et que maintenant, lorsque beaucoup de personnes ont mal au dos, de mauvaise posture, n'arrivent plus à faire du sport à 65 ans, c'est pas à cause de leur âge, mais à cause de leur mode de vie. Comme nous le prouvent toutes les études qui ont été faites par exemple sur les articulations et toutes les études qui ont été faites par exemple sur les tribus primitives. Du coup, non seulement si vous avez
un bon lifestyle, un bon mode de vie, où vous faites suffisamment de sport et la bonne quantité de sport et les bons mouvements, eh ben, vous êtes en bonne santé à 65 ans, mais ça veut dire aussi que lorsqu'on prend de l'âge, notre corps a un potentiel finalement de progression qui est énorme. Et du coup, c'est pas parce que maintenant vous avez 65 ans que vous pouvez plus progresser. C'est pas parce que maintenant vous avez 65 ans que vous ne pouvez plus être en forme. Quatrièmement, ne faites pas de mauvais jugements, ne faites pas de jugements faciles. Par exemple, beaucoup de gens vont vous dire courir, c'est mauvais pour les genoux. Soit, ça peut être mauvais dans certains cas, effectivement. Par contre, ils vont rajouter que, du coup, vu que c'est mauvais pour les genoux, il vaut mieux ne pas courir. Mais vous savez ce qui est pire pour vos genoux que de courir? Ne pas faire de sport du tout. Si on s'intéresse maintenant à la fréquence des douleurs, par exemple au niveau des genoux, on se rend compte qu'à partir des années 1900, il y a un grand pic. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 1900, il y a un grand pic de sédentarité. C'est-à-dire que les gens bougent de moins en moins. C'est pas que les gens font de moins en moins de sport, c'est que si on regarde par rapport au total d'activité, peu importe le type d'activité physique, ça peut être la manutention, ça peut être travailler debout, ça peut être n'importe quoi. Tant que vous bougez votre corps, et ben on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, les gens bougent de moins en moins leur corps. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit une augmentation du pic de blessures, notamment au niveau des genoux, avec ce qui concerne l'ostéoporose, ce genre de choses. C'est-à-dire que maintenant, les études nous montrent que le sport c'est excessivement important. Allez voir un médecin, allez voir des médecins, demandez-leur quels sont les plus grands facteurs de risque concernant les blessures. La grande majorité vont vous dire la sédentarité. Le fait de ne pas bouger suffisamment votre corps. Et ça, on le voit par rapport aux études qui font des corrélations entre sport et santé, mais aussi on voit par rapport à toutes les études qui ont été faites sur la santé des articulations, la santé de votre corps de manière générale. On sait qu'il n'y a rien de pire que la sédentarité, enfin, il y a encore pire que ça, l'immobilisation complète, par exemple, d'une articulation, pour vraiment la rendre faible et inutile. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'intéressant à garder en tête. Parce que moi, si vous me donnez le choix entre juste avoir un mode de vie du français moyen, ou de courir, par exemple, de temps en temps, qu'est-ce qui serait mieux pour la santé de mes genoux? Ce serait de courir. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous prenez votre ménisque ne va pas être nourri par l'influx sanguin. Il va être nourri par ce qu'on appelle le liquide synovial. Et vous savez que comment ce liquide synovial va être sécrété? À travers du stress mécanique. Sans stress mécanique, il va pas être nourri. Du coup, il nous faut du stress mécanique. Être sédentaire, c'est excessivement mauvais pour notre corps. Ça marche? Du coup, certes, si après on fait que courir tous les jours et ça sur le long terme, bien sûr, courir va user nos articulations, va user le genou, ce genre de choses. C'est normal. Comme chaque mouvement, chaque pattern qui va être répété sur le long terme et régulièrement va user notre corps. Raison pour laquelle il faut avoir un mode de vie où on va faire différents types de mouvements. Raison pour laquelle j'ai appelé ma chaîne Mouvement Conscient. Faire vraiment augmenter notre corps par rapport à sa capacité de mouvement. Mais ça veut nous dire quand même qu'il faut un certain stress mécanique, mais pas trop. Mais avoir un certain stress mécanique, c'est mieux que de ne pas en avoir du tout. Cinquième point, analysez votre corps. Parce que c'est en analysant vos différents segments corporels, leurs proportions, leur longueur, etc., que vous allez avoir des indications excessivement intéressantes par rapport au type de mouvement dans lesquels vous êtes bon et dans lesquels vous êtes mauvais. Quel type de mouvement vous êtes réellement capable de faire, où vous êtes capable de performer. Parce que si maintenant on s'intéresse par exemple au corps des athlètes de haut niveau en natation, ils ont tous quelque chose en commun. Vous savez ce que c'est? C'est qu'ils ont tous des torses vraiment très longs et des jambes qui sont courtes. Parce que c'est plus facile de nager comme ça. Par contre, les athlètes d'endurance qui en course, eux, ça va être le contraire. Ils vont avoir des torses vraiment très courts et des jambes qui sont plus longues parce que ça leur permet de mieux courir. Et du coup, par exemple, si on s'intéresse à Michael Phelps, qui est du coup un nageur américain olympique très connu, qui fait 1m95, et il se trouve qu'il a la même longueur de jambes qu'un coureur qui s'appelle El Gourouj, qui fait 1m79. Vous vous rendez compte? Du coup, entre 1m95 et 1m79, il y a une grosse différence, et pourtant, ils ont la même longueur de jambes. Pareil, maintenant, ce que vous pouvez aussi analyser, c'est votre allonge, c'est-à-dire finalement la distance d'un bras à l'autre. Et il se trouve que pour la moyenne des gens, cette allonge sera 2 cm plus longue que la taille de votre corps. Par contre, si on s'intéresse maintenant aux basketteurs de niveau, non seulement ils sont beaucoup plus grands que la moyenne, mais surtout maintenant si on analyse leur allonge, on peut remarquer que certains ont une allonge qui est 5 cm plus longue que la taille de leur corps. C'est-à-dire qu'il y en a par exemple, s'ils font des lancers en sautant, il y a littéralement aucune personne qui peut bloquer leur attaque. Littéralement aucune. Parce que physiologiquement, anatomiquement, ce n'est pas possible.
Du coup, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Vraiment analyser votre corps. Ça veut dire quoi d'avoir votre corps? Quelles sont les spécificités de votre corps? Pareil, si on s'intéresse maintenant au type de fibres musculaires, plutôt des fibres lentes pour des exercices d'intensité modérée qui vont pouvoir durer longtemps, vous avez plutôt davantage de fibres rapides, c'est-à-dire pour des exercices qui sont courts et intenses. Finalement, répondre à cette question, c'est savoir est-ce que vous êtes plus confortable avec des exercices à intensité modérée et long ou plutôt courts et intenses. Parce que savoir ça, ça va totalement changer vos programmes d'entraînement. Parce que chacun a un corps différent et du coup, personne peut avoir pile le même entraînement. On est tous vraiment différents. Et certes, même si la plupart des gens sont grosso modo à 50-50, on va dire, entre leurs fibres lentes et leurs fibres rapides, même si certaines études montrent qu'on peut passer plus de fibres lentes à de fibres rapides, il y a comme pas mal de facteurs génétiques. Et du coup, si on s'intéresse aux marathoniens, par exemple, ils ont plutôt un pourcentage de 70-30 en faveur des fibres lentes, alors que les sprinters sont à 70-30 en faveur des fibres rapides. Du coup, c'est vraiment des choses intéressantes à prendre en compte. Un dernier exemple que j'aimerais vous donner, qui est vraiment très très intéressant aussi, c'est de savoir les conséquences de votre structure corporelle, d'avoir un corps comme vous l'avez là maintenant. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, lorsque vous prenez un bébé à sa naissance et que vous le mettez dans une position verticale, et ben qu'est-ce qui va se passer? En étant debout, et ben instinctivement, il va essayer de commencer à marcher. Par contre, refaites ça après quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, et ben il n'y arrive plus. C'est comme dingue, vous le remettez de nouveau à la verticale et il n'arrive plus à avancer un pied vers l'autre, ça lui prend à nouveau quelques mois pour apprendre cette compétence. Et au début, ce qu'on pensait, lorsqu'on avait remarqué ce phénomène, c'est simplement quelque chose de neurologique. À sa naissance, il a accès à cette compétence et après, il n'a plus accès à cette compétence, il est obligé de la réapprendre. Sauf que maintenant, ce que nous montre Télène et toutes les études aujourd'hui, c'est qu'en fait, le bébé n'arrive plus à marcher parce qu'au bout d'un moment, il va avoir davantage de graisse au niveau de ses jambes. Et du coup, ses proportions corporelles vont changer et c'est ça finalement qui l'empêche à marcher à nouveau correctement. Par contre, si maintenant on prend le même bébé qui n'arrive plus à marcher, on le met dans l'eau, là bizarrement, vu qu'on change la composition corporelle et qu'on change finalement les composantes au niveau de la gravité, et ben à ce moment-là, il arrive de nouveau à marcher. Et du coup, je sais qu'il doit y avoir comme plein de personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en surpoids. Du coup, imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur votre corps en termes de performance, en termes de coordination, en termes de force, de perdre du poids. Imaginez aussi dans la même lignée, qu'est-ce que ça pourrait faire pour certaines personnes de prendre davantage de muscles pour les personnes qui sont maigres. Qu'est-ce que ça pourrait faire en termes de coordination, en termes de force? Bon, je vois qu'on va bientôt être coupé au niveau de la caméra. Mais donc voilà, c'est les 5 points que je voulais aborder dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. J'ai encore 10 secondes, du coup je vais retourner l'outro vers la fin. Du coup on a bien été coupé en effet, mais je vous disais simplement que si vous avez des questions sur la préparation physique, le mouvement, la santé, les blessures, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je réponds absolument à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée et j'aurai plus de vues, du coup ça c'est vachement cool pour moi. Si vous voulez voir d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous mettrai en fin de vidéo, vous le voyez peut-être déjà maintenant, mais la vidéo qui a la même structure que celle-ci sur laquelle je me suis basé, comme je l'avais dit en intro. Voilà. Et si vous voulez du coaching avec moi, que ce soit sur Paris, en personne ou en ligne, n'hésitez pas à aller sur mon site, tous les liens sont dans la description. Du coup, si vous voulez réellement apprendre à avoir un corps qui est fort, un corps qui est souple, qui est coordonné, qui est rapide, qui a de l'endurance, qui est réellement capable de répondre à plein de situations différentes, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée et à bientôt. Bye!